à tous et à toutes et bienvenue sur cette première vidéo hors série sur les variantes des légendes mythologiques. Vous le savez peut-être déjà, mais les mythes de la mythologie grecque étaient transmis oralement et donc adaptés au public, mais également, et on le sent, construits les uns après les autres et donc réadaptés en fonction des nouveaux mythes qui sont apparus. Avec tout cela, on a donc beaucoup de variantes de mêmes mythes qui existent. Sur cette chaîne, dans mes vidéos standards, je vous présente une variante des mythes et des légendes mythologiques. Et dans cette série de vidéos hors série, on verra quelques variantes qui sont intéressantes, originales ou connues. Pour cette première vidéo sur les variantes, on va s'intéresser aux légendes qui ont été racontées dans mes séries de vidéos Commencement et Dieu de l'Olympe. Donc si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller regarder ces vidéos d'abord avant de visionner celle-ci. Et on va commencer avec une première variante sur le règne et la défaite d'Ouranos. Dans cette version, Ouranos, le ciel, n'est pas collé au sens strict du terme à sa mère et femme Gaïa. Leurs enfants ont donc la possibilité physique de sortir de leur mère Gaïa. Or, Ouranos est profondément dégoûté par la monstruosité de ses enfants, notamment les cyclopes et les hécatonchires. C'est donc volontairement et de force qu'il les enferme dans Gaïa. Cette dernière, fatiguée d'être une éternelle mère porteuse, pousse ses enfants à la révolte. Seul Cronos accepte, mais c'est suffisant. Il émascule son père et renverse sa tyrannie. Dans cette version, Ouranos n'étant pas collé à Gaïa, il ne s'en décolle pas, mais il ne s'éloigne pas de la Terre non plus, du coup. En vengeance de l'enfermement vécu par les titans, il est envoyé par Cronos au plus profond du Tartare. Du plus profond des enfers, il condensa toute sa fureur dans un minerai, dans l'attente qu'un être assez fou pour s'aventurer au plus profond de la Terre puisse profiter de la puissance qui irradiait de l'uranium. La seconde variante que je vais vous présenter aujourd'hui concerne le mariage de Zeus et Héra. Dans cette variante, Héra n'est pas la première et donc pas la seule femme de Zeus. Et dans cette version, beaucoup de choses changent. Zeus choisit pour première femme sa nourrice Métis. Mais ayant appris d'une prophétie que le fils de Métis détrônerait son père, il l'avale. Il accouche finalement par le crâne d'Athéna, mais de façon plus mystique que dans la version que je vous ai proposée. Mais oui, Héphaïstos n'est pas né, donc il peut pas mettre un gros coup de hache dans le crâne de Zeus. Donc Athéna, pour sortir de ce crâne, elle le fait... Son magique, quoi. Athéna étant une femme, le fils de la prophétie n'est jamais né. Alors, est-ce que c'est Zeus qui a réussi à déjouer la prophétie, ou est-ce que de base cette prophétie était incorrecte ou incomplète? On ne le saura jamais. Zeus prend donc ensuite comme seconde femme Héra, et leurs noces ont lieu au jardin des Hespérides. Et pour célébrer l'occasion, Gaïa y fait pousser des arbres dont les fruits sont en or. Par vengeance d'être le second choix ou pour montrer à Zeus qu'elle non plus n'a pas besoin de lui, elle décide d'avoir un enfant toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Et ce bébé, elle le porte dans sa cuisse, d'où elle l'accouche. Ça donne un nouvel accouchement particulièrement bizarre. Sauf qu'à la différence d'Athéna, ce dieu, il n'est pas exactement comme Héra l'imagine. Il est difforme, bossu, laid. Et encore une fois, Héphaïstos est jeté du haut du mont Olympe. Encore. Et la suite, vous la connaissez. Et cette variante concorde avec une autre variante concernant la naissance d'Aphrodite. Dans celle-ci, Aphrodite ne naît pas de la semence d'Ouranos. Aphrodite serait la fille de Zeus. Il l'aurait eue avec une de ses nombreuses maîtresses avant de se marier avec Métis. Il s'agit là de Dionée, parfois fille d'Océan et de Thétis, parfois de Nérée et de Doris. Cette version est évidemment bien moins connue, mais elle fait plus de sens sur un sujet. Je l'avais mentionné dans la vidéo correspondante concernant l'arrivée d'Aphrodite en tant que déesse olympienne. Née de la semence d'Ouranos, elle n'a pas de lien direct avec les dieux, et donc l'intérêt que ceux-ci lui portent ne fait pas vraiment sens. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il lui accorde autant d'importance. Dans cette version-là, au moins, il y a une raison. Aphrodite est une fille de Zeus, donc évidemment que Zeus va porter de l'intérêt à cette déesse, et qu'elle intègre donc le dodécathéon olympien.
La prochaine version que je vous présente concerne Mélissa. Dans cette version, Mélissa n'est pas une abeille, mais une nymphe apicultrice. Elle fait partie des nymphes qui élèvent Zeus et est la première créature au monde à collecter du miel. En remerciement pour ses bons et doux services, Zeus l'épouse. Non, c'est une blague, Zeus va pas épouser toutes ses nourrices quand même. Non, Zeus va changer la couleur naturelle des abeilles en bronze doré. Des couleurs nobles. Les conditions climatiques des montagnes de Crète étant rudes, Zeus va également rendre les abeilles insensibles aux intempéries. C'est une histoire déjà un peu plus sympa que celle que je vous ai racontée sur Mélissa. Mais dans celle-ci, au final, cette nymphe apicultrice, elle gagne rien du tout. C'est juste les abeilles. La quatrième variante que je vous présente aujourd'hui concerne l'accouchement de Leto. Selon cette version, un peuple a accepté d'accueillir Leto, les Hyperboréens. Ce peuple porte ce nom car ils habitent tellement au nord que Borée, le vent du nord lui-même, n'y souffle pas, il commence à souffler plus au sud. Ce peuple se situait a priori en Scandinavie. Ils échappent à la vigilance d'Héra et de ses complices, Arès et Iris, qui surveillent les terres, vérifiant que Leto n'y mette pas les pieds. Iris est la fille de Thomas, un titan lui-même fils de Gaïa et de Pontos, et d'Électre, une océanide. Elle est la personnification de l'arc-en-ciel et est une messagère des dieux. Le travail de messager d'Iris et d'Hermès sont complémentaires, bien qu'Iris, en réalité, soit plutôt la messagère personnelle d'Héra, à qui elle voue une fidélité sans faille. On raconte même qu'elle attend au pied de son trône nuit et jour sans jamais dormir pour pouvoir être prête à tout instant pour livrer un message pour la reine des dieux. En tout cas, Leto trouve refuge chez les Hyperboréens et Poséidon prend pitié d'elle. Il fait alors émerger une île au-dessus des eaux, Ortygie. Alors pourquoi est-ce que Poséidon prend pitié de Leto et lui fait sortir une île détachée de la terre alors qu'elle a justement trouvé refuge chez un peuple ? On sait pas trop. C'est probablement pour que les enfants de Leto naissent en Grèce et donc soient grecs. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que c'est Poséidon qui se sont concernés par cela, alors que c'est la maîtresse de Zeus? Pas très clair toute cette histoire. Bref, Leto se retrouve sur l'île, sous un palmier, mais sans la possibilité d'accoucher. En effet, Héra interdit à Ility, sa propre fille conçue avec Zeus, déesse de l'accouchement, d'aller aider Leto. Dans la première version que je vous ai donnée, Artémis devient la déesse de l'accouchement et elle est parfois surnommée Ility. Et dans cette version, ce sont donc bien deux déesses distinctes. Ility échappe finalement à la surveillance de sa mère et réussit à aller porter assistance à Leto. Et c'est donc après 9 longs jours et 9 longues nuits que Leto, accroché au palmier, réussit finalement à donner naissance à ses jumeaux. Zeus, ou Poséidon selon les versions, rattache finalement l'île d'Ortygie au fond de la mer, la reliant à la terre, qui devient l'île de Délos. Fait intéressant entre les deux versions que je vous ai données. Dans la première, c'est la grossesse de Leto qui est pénible, à devoir se démener seul sur l'île pour survivre. Dans la seconde, c'est l'accouchement en lui-même qui est pénible, à devoir tenir 9 jours et 9 nuits avant de finalement pouvoir accoucher de ses enfants. Ça montre donc bien qu'en fonction ou bien du public ou bien de l'orateur, le message qu'on cherche à faire passer n'est pas le même et que donc les mythes sont adaptés. C'est également possible que dans le temps, parce qu'effectivement la mythologie grecque s'étend sur plusieurs siècles, cette version de l'histoire a évolué pour plutôt donner place à l'une ou à l'autre de ces deux versions. La deuxième chose intéressante avec cette version, c'est Ility. Je ne sais pas pour vous, mais moi quand j'ai entendu parler de cette déesse, la première question que je me suis posée c'est « Pourquoi n'est-elle pas une Olympienne ?» Elle est la fille de Zeus et d'Héra, et elle est née avant Artémis et Apollon. Il y avait donc des sièges disponibles au Dodécathéon. Alors pourquoi ne siège-t-elle pas parmi les Olympiens? Eh bien en réalité, la raison elle se trouve dans la première version que je vous ai donnée. Elle n'existait pas. En effet, Ility est une divinité qui apparaît plus tard dans l'histoire de la mythologie grecque et de la Grèce antique. Et pour légitimer l'apparition de cette nouvelle déesse, eh bien on l'incorpore dans des mythes qui existent déjà, comme celui de Leto. Et je trouve que ces deux versions montrent très bien comment sont construits les mythes de la mythologie grecque. Si je peux faire un comparatif, on va le faire avec des Lego. Ceci n'est pas un placement de produit, mais Lego si vous êtes chaud. On a des pièces, et avec ces pièces, on construit une histoire. Parfois, on peut enlever des pièces ou en rajouter d'autres. On peut aussi déconstruire toute l'histoire pour la reconstruire de zéro. Avec les mêmes pièces, mais pas forcément placées exactement dans le même ordre.
et qu'on ajoute ou qu'on enlève des pièces ou qu'on reconstruise tout de zéro, le résultat final va se ressembler à chaque fois. Pour autant, il va pas forcément être pareil et le cheminement pour arriver à ce résultat final ne sera pas non plus forcément le même. Et pour caricaturer un peu le tout, si un des peuples aime le bleu, on va utiliser une pièce bleue pour faire les cheveux de Zeus, et si un peuple aime le rouge, eh ben on utilisera une pièce rouge. Mais aussi, on peut très bien se rendre compte qu'en ayant construit l'histoire avec Zeus ayant des cheveux bleus, finalement c'est pas une bonne idée et qu'il faudrait plutôt qu'il ait des cheveux rouges, et ben on peut changer ça aussi. Et c'est comme ça qu'évolue la mythologie. Et c'est ça qui fait son intérêt et sa complexité, c'est que n'étant pas écrite mais étant contée, elle évolue dans le temps. Elle évolue selon le narrateur, elle évolue selon le public, elle évolue avec ses gens, avec ses peuples et avec l'histoire. Et pour cette dernière variante que je vais vous présenter aujourd'hui, elle ne concerne ni plus ni moins que l'identité même d'un Olympien. L'objectif premier d'avoir 12 dieux olympiens, c'est de définir clairement quels sont les dieux les plus importants. C'est-à-dire ceux qui régissent le monde, mais aussi les premiers qu'on va prier. Mais les dieux olympiens sont également caractérisés par quelque chose de beaucoup plus physique. Ce sont les dieux qui siègent sur le mont Olympe. Et s'ils n'y sont pas forcément en permanence, comme par exemple Poséidon qui va passer un certain temps dans son royaume marin, un de ces dieux est quasi systématiquement absent, Hadès. Et c'est pas un manque de volonté de sa part. Hadès ne peut pas quitter son royaume souterrain trop longtemps. Mais le pourquoi du comment de tout cela, on le verra plus particulièrement dans une autre vidéo. Personnellement, j'ai choisi de vous le présenter comme un dieu olympien dû à son importance. C'est quand même le souverain d'un des 3 royaumes. Mais dans la majorité des versions, n'étant jamais présent sur l'Olympe, il n'est pas considéré comme un dieu olympien. Il est mis dans une case à part, dieu important, mais pas dieu olympien. Et à sa place, c'est Déméter, qui bien que peu impliquée dans la politique divine, est déesse olympienne. Donc ici, je vais juste en profiter pour dire que qu'on choisisse Hadès ou qu'on choisisse Déméter, ce sont 2 dieux et déesses très importantes dans la mythologie grecque. Et en réalité, qu'on choisisse l'un ou l'autre, ça n'a pas tant d'importance que ça, mais il faut bien retenir les 2 noms, et c'est ce qui est important. Et des variantes, il y en a encore plein d'autres, et pour la majorité d'entre elles, elles ne sont de l'ordre que du détail. Par exemple, dans une variante, Amalthée n'est pas le nom de la chèvre dont Zeus boit le lait, mais le nom de la nymphe qui s'occupe de cette chèvre. Mais le reste de l'histoire, lui, en reste inchangé. Ou bien, lors de son larcin, Hermès porte des sandales, pour masquer ses propres empreintes de pas. En tout cas, j'espère que cette première vidéo hors série sur les variantes vous a plu. Personnellement, je trouve qu'elles attestent de l'évolution d'une religion, mais donc aussi des peuples de la Grèce antique, et je trouve ça très stylé. S'il y a des variantes que je n'ai pas pu aborder, mais dont vous aimeriez me voir parler, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et dès la prochaine vidéo, on reprend les mythes purs et durs, alors abonnez-vous pour ne pas manquer cela, et je vous dis à très vite.